Nous arrivons à la fin de cette matinée et si pour conclure, on prenait juste quelques minutes pour parler du futur. Et j'invite Yannick Franck, associé conseil en charge du secteur retail chez Deloitte, à me rejoindre. Bonjour Yannick. Bonjour à tous. Je vais prendre un micro. Attends, bonjour Yannick, à tous. Yannick, je t'avais demandé comment ta vision du retail média dans 10 ans. Oui. Et puis finalement, tu t'es arrêté à 2030. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et je me suis dit dans quoi je me suis embarqué. Bon, au-delà du fait d'être ravi d'être avec vous aujourd'hui, la question n'est pas simple à traiter. Et comme tout bon consultant, je me suis dit je vais quand même regarder un tout petit peu dans le rétro avant de commencer. Et je voulais évoquer un point qui était de savoir pourquoi on en est là. Et je me suis dit je vais parler du marché de la distribution. Alors, une image, deux images. Au-delà du fait que ça soit un petit peu caricatural, vous m'en excuserez, le secteur de la distribution est en pleine transformation et les acteurs de la distribution doivent y faire face. Cette transformation, elle est liée à quoi? Au changement des habitudes de consommation, à un cadre économique qui est complètement bouleversé ces derniers temps, avec des problématiques d'inflation majeures. Et ça, pour le distributeur, c'est un impact. Il doit se transformer. C'est quoi les grandes transformations auxquelles ils font face? Transformation digitale, en front office et en back office pour aller chercher de la productivité. Transformation durable pour répondre à une attente forte du consommateur. Et puis, transformation data pour un commerce de précision. Et c'est là où je vais faire le lien avec le sujet du retail média de demain. Pourquoi? Parce que pour faire face à toutes ces transformations, le distributeur il a besoin, entre guillemets, de cash. Et soyons clairs, le retail média, le commerce de précision lié à la data, il y a un élément, la monétisation de la donnée, c'est un levier pour aller gagner de l'argent. Alors, si j'avance. Avant ça aussi, pourquoi on se parle de la transformation data? Et j'insiste parce que vous avez parlé de beaucoup de technologies toute la matinée. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on sait faire, ce que savent faire les distributeurs qui ne savaient pas faire auparavant, c'est qu'ils sont capables de collecter plus de données, différents endroits, ils sont capables de mieux la gérer et on sait la rendre plus intelligente avec énormément de leviers possibles. Et ça, c'est un point marquant aujourd'hui puisque cette donnée, elle permet aux distributeurs de manière générale, et c'est pour ça que je parle de commerce de précision, de répondre et de traiter un certain nombre de problématiques récentes et ou historiques du secteur. Et la monétisation de la donnée, ils se sont dit, tiens, c'est un bon levier pour aller chercher un peu de cash. Je caricature, mais aujourd'hui, on en est là et c'est bien de là où ça vient. Et donc, ce sujet de la monétisation de la donnée, et je vais revenir un tout petit peu sur également ce qui a été dit, pourquoi cette donnée d'achat est si précieuse. Si on est très basique, on sait que vous êtes un monsieur, une madame ou autre, c'est pas avec ça qu'on va vous vendre le bon produit. Par contre, quand on sait que vous avez acheté 25 bouteilles de Coca-Cola, vous avez acheté 15 pots de Nutella et des pâtes, on vous connaît un petit peu plus. Et en plus, on vous connaît parce que vous l'avez fait. C'est un acte réel qui a été effectué. On n'est pas dans de l'intention, c'était déjà pas mal d'être capable de calculer un intentionniste très fort, un intérêt également, mais ça ne vaut pas la même chose pour les annonceurs parce qu'on n'est pas dans du réel, dans du concret. Et donc c'est bien ces données-là qui intéressent beaucoup plus tout type d'annonceurs. Il y a les industriels de l'alimentaire, mais on peut aller aussi sur la banque, sur le voyage, etc., etc. Plus vous connaissez les consommateurs, plus vous avez de chances derrière de les transformer. L'autre pan, et je pense que c'est important, on en a parlé, on a eu quelques témoignages importants, pourquoi on s'intéresse au retail média? Parce qu'aujourd'hui, il y a un business. Il y a du chiffre d'affaires. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ce marché-là, mais il y a un business et il y a du revenu relativement important à aller attraper pour les distributeurs. Il y en a un qui l'a bien compris et c'est un archi-leader sur ce marché-là. Ce n'est pas un distributeur traditionnel, c'est Amazon, on en a pas mal parlé ce matin, il y a pas mal de témoignages là-dessus. Il capte le gros du gâteau aujourd'hui. Le sujet, c'est comment les autres, il y a eu But tout à l'heure, qui était plutôt en avance sur le sujet. On a eu Alexis de chez Carrefour, qui a lancé ça il y a quelques temps aussi. Ils ont bien compris qu'il y a quelque chose à faire. Parce que les détenteurs de cette donnée d'achat, les seuls,
ce sont les distributeurs qui les ont. Et donc, ils ont un rôle à jouer sur ce marché. Mais une conviction forte, c'est qu'ils ne pourront pas le faire tout seuls. Ils vont être obligés, et on en a un tout petit peu parlé, de s'associer à d'autres plateformes qui ont un riche média supérieur, beaucoup plus large, de manière à avoir un impact bien plus grand que s'ils restent uniquement sur leur site e-commerce en propre. Et donc, la monétisation de la donnée et cette partie régie média, moi j'ai tendance à la voir en 3 approches. Alors, l'information client, les distributeurs, qu'est-ce qu'ils vendent? Quand on parle de régie média, c'est quoi une activité d'une business unit de régie média chez un distributeur? Premier point, ils vendent des données brutes, ils l'ont toujours fait. Données transformées, quand ils ont quelques analystes qui sont capables de faire des analyses, s'ils ont la donnée, je reviens à et on reviendra dessus à la fin. Et puis après, ils ont la capacité d'activer. Cette activation, il y a eu également un certain nombre de témoignages ce matin. Cette activation, elle peut être diverse. Bien évidemment, online, sur leur inventaire en propre, qui est relativement limité, d'où la nécessité d'aller au-delà et de l'apparition d'un certain nombre de partenariats qui vont bien au-delà de l'inventaire propre des distributeurs. L'activation offline, sans doute plus compliquée à évaluer traditionnellement dans une campagne média classique, mais avec un impact hyper fort parce que c'est au moment de la décision où on est présent. Des activations CRM également possibles, et puis des activations de couponing traditionnelles qui existent depuis la nuit des temps dans le secteur de la distribution. Et puis peut-être un point majeur pour les annonceurs, c'est que là, il y a un ROI qui tient la route. C'est-à-dire que vous mettez 10 €, vous savez qui a acheté, pourquoi il a acheté, comment il a acheté, et qu'est-ce qu'il en a pensé. Avant, il y a toujours eu des études, mais là, on est factuel. On n'est plus dans l'incantation, on est dans le pragmatisme. Et je pense que c'est ça le vrai changement lié à la data. On est beaucoup plus efficace. Et le retail média permet, à mon sens, de justifier des investissements qui sont parfois très importants en communication pour recruter du client, parce qu'on sait qu'il y a du ROI derrière et qu'on va être de plus en plus vers de la personnalisation. Je vais passer ces use cases parce que ce matin, on en a eu énormément. Et pour essayer de se projeter un peu plus sur 2030, tu as raison, j'ai pas été je suis pas mis à 10 ans. Déjà, je me suis dit, comment je vais arriver à justifier de 2030 ? C'est déjà loin, parce qu'en fait, on est dans un monde qui bouge très très vite. Ma boule de cristal s'est cassée. Elle m'a dit, c'est pas possible, tu vas dire des bêtises. Donc, 2030, moi, ce qui m'a apporté, c'est de se dire, ok, c'est quoi le business en fait en 2030 ? Aujourd'hui, globalement, on l'estime à 1 milliard en France. On peut se dire qu'on sera à 3. Donc là, on voit qu'il y a une marge. On parle bien de milliards, sachant que c'est que la marge nette sur le retail média pour les distributeurs, on parle de 70 à 80% de marge nette. Pour le monde de la distribution, c'est colossal. Je rappelle qu'il y a un distributeur qui gagne bien sa vie, qui réussit à s'en sortir. En fin d'année, il a un résultat de 2 à 3%. Là, il a la possibilité d'avoir une activité qui va lui ramener beaucoup de cash. Et donc, qui va lui permettre d'enclencher des transformations. C'est un point. C'est pour ça qu'ils y sont tous dedans. Et tout le monde s'est lancé. Avec plus ou moins de succès, mais tout le monde y pense, tout le monde y réfléchit. Et donc, qu'est-ce qui va booster encore ce développement ? Évidemment, c'est des leviers technologiques. Et là, il y en a plusieurs identifiés. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Cette notion d'hyper-personnalisation avec un data matching élargi entre annonceurs, médias et distributeurs. L'écrire là en une phrase, pourquoi je le mets là et je me dis que c'est d'ici 2030 ? Parce qu'en fait, on en est loin aujourd'hui. Il y a eu quelques mots qui ont été partagés tout à l'heure entre LiveRamp et Carrefour, et Alexis Marcombe de chez Carrefour. Ouais, quand on commence à matcher des bases de données, on se rend compte qu'il n'y a plus grand monde. Et il est là le vrai enjeu. Donc ce sujet-là, c'est un sujet majeur des années à venir pour tous. On peut aller derrière en termes de personnalisation, de découverte, utilisation, on parle de réalité augmentée, qui vont être une amélioration de l'expérience client qui sera personnalisée. Et donc, on va aller plus loin encore que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. L'expérience client omnicanal, là, qui est un point important, ça va être l'utilisation du téléphone du portable, des QR codes, etc. dans le parcours client.
Et il y a un élément important qui arrive dans les mois à venir, qui s'appelle le Digital Product Passport, qui va être une obligation européenne et qui devra permettre aux consommateurs d'avoir l'intégralité des informations sur un produit. Il se pourrait également, vous voyez ce qu'est le code EN, le code EN 13, là, ce qui est scanné en distribution, disparaisse et soit remplacé par un nouveau QR code pour avoir contenant plus d'informations sur justement la traçabilité du produit. Quand on a ça, ça va vouloir dire qu'on va être capable de faire plus de choses un peu plus expérientielles, et être capable de plus personnaliser derrière la relation. J'ai noté en 4e point la notion de publicité avec un affichage en temps réel. On l'a vu à l'instant, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça va être impactant et ça va changer la donne. On va être capable de tourner beaucoup plus et donc d'être plus pertinent derrière en termes de ROI. Et puis, ça va aller avec, et on en a parlé un petit peu, la notion de capacité à géolocaliser, à adapter la communication. Levier majeur aujourd'hui, quel que soit le type de client, c'est d'être capable le bon produit au bon moment, au bon consommateur. C'est les 3B, je la connais, je l'avais pas comme ça, mais je l'ai reprise et je trouve ça très pertinent. Pour faire ça, et ça me permettra de terminer, 5 leviers qui moi me semblent clés. Le premier, c'est renforcer les partenariats entre distributeurs, annonceurs et médias pour gagner en puissance et en efficacité. Sans ça, ça va être poussif. Mais pour faire ça, la marche est haute. Ne nous trompons pas, il y a énormément de choses à faire, que ce soit pour les distributeurs et pour tous les acteurs de la chaîne. Deuxième point, renforcer l'exploitation des données clients disponibles. C'est pas parce que vous avez 75% ou 80% de vos consommateurs, de vos clients qui ont une carte de feed, que vous êtes capable de faire quelque chose avec. Est-ce que vous êtes capable de les adresser? Est-ce que vous êtes sûr des informations que vous avez? Est-ce que la qualité est bonne? Etc. etc. Il y a un levier majeur pour tous les acteurs, pour tous les distributeurs là-dessus. Troisième point, adapter la création de contenu selon la cible. Je viens d'en parler. Alors là, il y a un effet et une innovation qui est déjà là, qui est majeure et qui bouleverse un peu tout ça. C'est la Gen AI, en termes de marketing campaign, je crois que tu en parlais tout à l'heure. Avec ça, on est capable de faire ça. Ça fait un bout de temps qu'on parle de la personnalisation à grande échelle. Personne n'a jamais réussi à le faire. Aujourd'hui, on a des content factories ultra puissantes qui sont capables de créer à la volée des choses de qualité dans tout en respectant des chartes graphiques. Même dans le luxe, et je dis bien même dans le luxe, qui ne sont pas forcément où ils sont très à cheval sur un certain nombre de choses, ils adorent cette approche-là parce que ça leur permet de maîtriser, quand les prompts sont bons, de maîtriser leur campagne avec un niveau de qualité très satisfaisant. Quatrième point, faire évoluer les organisations internes. Là, je parle côté distributeur, pour mieux exploiter la donnée média. Les distributeurs, il y en a peut-être encore quelques-uns dans la salle, mais au départ, c'est des vendeurs de boîtes de conserve. C'est dans l'alimentaire. Je caricature toujours un peu, ils m'en excuseront, mais travailler la donnée, c'est un autre métier. C'est pas les mêmes profils, c'est pas la même chose. La vendre, c'est quelque chose de très très différent. C'est pas un acheteur dans un box qui reçoit un fournisseur qui va être capable, qui habituellement négocie un prix et voulait acheter le moins cher, qui va être capable de vendre une prestation. Il n'achète plus, il vend. Donc là, il y a un shift en termes de mindset et d'organisation majeur pour les acteurs de la distribution. Et puis enfin, définir des indicateurs de performance. J'en parlais tout à l'heure et j'ai oublié le nom. Aujourd'hui, le retail média est peu panélisé. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dessus en termes d'impact. Il y a des choses qui vont arriver, mais ça c'est clé parce que sinon on compare des choux et des carottes entre CPM à 100. On compare des choses qui ne vont pas ensemble. Donc là, il y a un vrai enjeu et des vrais leviers à activer. Et puis, je l'ai laissé en dernier quand même, parce que ça me semble clé. On peut rêver. Si la qualité de la donnée et l'industrialisation des process data chez les distributeurs n'est pas au rendez-vous, il ne se passera rien. Hormis chez des acteurs qui sont data natives, qui, eux,
sont pensés pour ça. Et il y en a un certain nombre aujourd'hui, mais chez les acteurs traditionnels, où là, il y a du business à les faire parce qu'ils ont des bases clients très importantes et une connaissance client très forte, s'il n'y a pas ça, il ne se passera rien du tout. Merci. Merci à toi, Yannick, pour cette belle conclusion.